va passer à la suite du programme de cet après-midi et j'ai le grand plaisir d'accueillir Raphaël Zagri-Orly. Il a tenu plusieurs postes, charge d'enseignement et de recherche en Europe et en Israël. J'en citerai simplement quelques-unes. Il a été professeur à l'école des beaux-arts des Adèles de Jérusalem et dirigé le programme de Master of Fine Arts. Il a enseigné à l'Institut Cohn de l'Université de Tel Aviv. Il a également enseigné à la Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe de 2014 à 2015, à Rome, à la Sapienza, j'en passe. En 2019, il a été nommé directeur de programme au Collège international de philosophie et devient membre associé au Centre de recherche sur les arts et le langage, le CRAL. Depuis 2004, il est éditeur scientifique et traducteur aux éditions Wrestling de Tel Aviv, où il a travaillé à des traductions de Derrida, de Deleuze, de Bataille, de Lyotard, d'Anders, de Benjamin, de Didier Berman, de l'allemand et du français vers l'hébreu. Il a été commissaire d'une exposition, l'exposition avec Noam Segal, l'exposition Walter Benjamin, Exilic Archives au musée moderne de Tel Aviv. En 2015, avec Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori, il a fondé les Rencontres philosophiques de Monaco. Et voilà, je pourrais en dire encore plusieurs. Il a été commissaire de la Nuit de la philosophie à Tel Aviv et à Timișoara. Il travaille principalement, pour dire un mot de ses recherches, du contenu de ses recherches sur l'idéalisme allemand, la phénoménologie, la philosophie française contemporaine dans la lignée de la déconstruction derridienne et l'éthique lévinassienne. Ses recherches aujourd'hui sont concentrées sur l'art, sur la théorie de l'art contemporain, et il est l'auteur de très nombreux ouvrages en nom propre et collectifs. J'en citerai deux: Questionner encore en 2011 aux éditions Galilée et L'adversaire privilégié avec Joseph Cohen en 2021. Nous sommes ravis de t'entendre. Merci beaucoup Isabelle. Je voudrais, avant de commencer, chaleureusement remercier les organisateurs de ce colloque, Anne-Emmanuelle Berger, Jacob Rogozinski, Isabelle Alfondari. Ce colloque qu'il importe tant de tenir dans les circonstances actuelles de figement et de conservatisme de la pensée. Si Jacques Derrida aimait citer l'idée heideggerienne selon laquelle la biographie du philosophe ne doit se résumer que par la phrase « il est né, il a pensé, il est mort », c'était aussi pour y déceler et y déployer une intraitable aporie. De façon très classique pour Heidegger, l'œuvre philosophique n'a pas excédé le cadre de son écriture propre. Elle se suffit à elle-même et ne tire toute sa ressource que d'elle-même. L'écriture d'un philosophe ne gagne pas à être comprise à partir des événements dits empiriques de son vécu ou de son histoire personnelle. Or, s'il est en partie vrai qu'en philosophie, les événements empiriques, existentiels, historiques d'un vécu biographique ne doivent jamais servir d'explication fondamentale dans la compréhension d'une pensée, il est tout aussi vrai que ces événements ne cessent d'habiter, de travailler, d'affecter l'œuvre. D'où viendrait la limite et donc la distinction entre la vie et la pensée d'un philosophe, et depuis quelle loi ou quel principe décider de son lieu ou de son inscription. Et si limite et distinction il y a, ne sont-elles pas toujours appelées à être outrepassées, dépassées, voire parjurées et déniées? Le monolinguisme de l'autre, Abraham l'autre, la carte postale, circonfession aussi, appartiennent à cette entorse à l'histoire de la philosophie, celle qui refuse de séparer ou de dissocier nettement l'écriture de soi et l'écriture philosophique, la langue singulière du soi, du moi, et la langue universelle du philosophique. Loin de simplement les confondre ou encore de les différencier radicalement, et sans engager le procédé d'une dialectique où ces deux tendances se verraient réconciliées dans une écriture absolue du savoir, Derrida cherchera à penser une autre modalité de l'écriture philosophique, de l'anamnèse autobiographique, c'est son mot. Une modalité où le rapport entre écriture du soi et écriture philosophique engagerait plus d'une langue à même la singularité d'une langue. La loi folle d'une aporie que nous pourrions, en ouverture de cette intervention, écrire en paraphrasant Derrida dans le monolinguisme de l'autre: « Je n'ai qu'une seule vie,
Or, ce n'est pas la mienne. Ma vie est singulière et irremplaçable, elle est unique, elle m'est propre, et en même temps, elle ne m'appartient pas, elle n'est jamais entièrement mienne, elle m'arrive depuis une multiplicité de vécus auxquels nul « je » ne peut accéder afin de la saisir ou de la comprendre pour en faire un récit linéaire, structuré et déterminé. Elle est singulièrement traversée par d'autres voies, d'autres vies et d'autres morts qui ne cessent de nous solliciter, nous parler, nous sommer, d'autres vies et d'autres morts que simplement la mienne propre. Il y aurait une certaine indécence, peut-être une impudeur, pour ne pas dire une immodestie, à se dire, s'écrire soi-même, indécence et impudeur à écrire à partir d'un soi-même assuré de soi-même et capable de témoigner fidèlement de son soi-même, de se prendre à la fois comme sujet et objet de son écriture. Immodestie à prétendre réapproprier à l'aune d'un foyer de sens unique et univoque, ramassé en soi et identique à soi, capable de rassembler la multiplicité des langues traversant et débordant chaque fois singulièrement le sujet. Comment s'en frémir, écrire, en prétextant d'avance une conciliation, quelle qu'elle soit, entre le sujet écrivant et l'objet de son écriture, que celui-ci soit sa propre expérience ou bien son expérience historique. Or, si l'on doit toujours rigoureusement pouvoir dissocier le sujet et l'objet dans le geste de l'écriture, car ce que doit et se doit de penser un philosophe doit toujours se situer au-delà du subjectif et de l'objectif, la question se pose de savoir qui est celui ou qu'est-ce qui s'adresse au soi. D'où vient la voix capable d'orienter l'écriture de soi? Qui la commande? Qui la guide? Arrive-t-elle cette voix depuis le fond d'une subjectivité isolée, repliée, concentrée sur elle-même, ou bien vient-elle du fond universel d'une raison impersonnelle et objective? Mais encore, advient-elle depuis un tout autre lieu, d'autres tout autres lieux, s'exprimant tout autrement que dans et par le binarisme de la diction et de la contradiction, de la subjectivité et de l'objectivité? Ces questions, et bien qu'elles ne cessent de se profiler dans chaque geste singulier d'écriture, nous tenterons de les formuler à partir de Jacques Derrida, autrement que selon les paramètres et les logiques classiques de la narration, du témoignage et de l'écriture du soi. Autrement dit, nous tâcherons de les énoncer depuis un autre lieu, là où il arriverait à l'écriture de s'exposer à une toute autre modalité que celle de la dichotomie entre le subjectif et l'objectif. Depuis une aporie que nous tâcherons de déplier comme toute aporie digne de ce nom, en la concentrant en une phrase à entendre à la fois négativement et positivement dans chacun de ses plis. Écrire, c'est toujours s'écrire soi-même, et déjà s'écrire depuis un ailleurs inappropriable à soi et par soi. C'est au cœur de cette aporie et de sa logique un peu folle, c'est le mot de Derrida, et autour de cette figure multiple que Derrida nomme le judéo-franco-maghrébin, que se déploiera sa double exposition, à la fois s'exposant et étant exposé à ce qui demeure profondément enfui en soi, à ce qui est au plus près de soi, tout en demeurant en quelque sorte extérieur, étranger, autre à soi. Ainsi, ce discours touchera à la fois l'identité la plus propre, à ce qui désigne aussi une certaine singularité, tout en ne cessant de déplacer, d'exiler, de décaler cette prétendue identité ou identification. Derrida, on l'oublie peut-être trop souvent, écrit en revendiquant un attachement des plus puristes à la langue française, à sa, c'est son mot, langue, la seule qu'ils s'entendent parler et qu'ils s'entendent à parler. Je n'ai jamais qu'une seule langue. Et nous surajoutons, dans la droite lignée de cette proposition essentialiste, écrire, c'est toujours s'écrire soi-même, aimer, jouir, prier, crever de douleur ou crever tout court, en une seule langue. Or, c'est le même Derrida aussi qui fait entendre et résonner l'antinomie dans la même phrase. Je n'ai jamais qu'une seule langue, car on ne peut, ni le sujet-auteur, ni la langue, ni l'identité, qu'elle soit judéo-franco-maghrébine, et on aurait pu allonger la liste indéfiniment, berbéro, séphardo, européen, etc., etc., persister simplement dans la quête de l'originaire, tout entièrement rivé à l'identification de la parole, de la vérité, de l'être. Toutes les composantes ici nommées ne font que rappeler une présupposition, celle du processus jamais fixe ou stable, mais interminable et infini de leur identification, et ne font que révéler en quoi elles se constituent toujours telles des fantasmes. Elles ne font qu'apparaître non pas telles des réductions différenciées, variées, multiples d'une essence cachée et secrète, d'un fond originaire encore impensé,
mais là où jamais une origine, une source, une identité foncière ne les structure ou ne les envoie dans l'histoire. C'est tout ce qui différenciera Derrida de Heidegger, certainement, mais aussi de toute une tradition philosophique qui aura cherché à allier l'être, la langue nationale, l'écriture autobiographique et la pensée. L'être, la langue, la pensée, mais aussi tous les rapports que nous entretenons dans et par la volonté de les faire nôtres, de les ramener à nous-mêmes et de s'y accorder, ne cessent de se disséminer et se voient toujours pris dans le mouvement d'une affirmation sans fond, sans substrat, sans horizon téléologique ou intentionnel. En effet, et comme Derrida le rappelle chaque fois, contrairement à ce qu'on est le plus souvent tenté de croire, et en philosophie il faut savoir prendre au sérieux la croyance, l'être, la langue, la pensée n'ont rien en propre, ne possèdent naturellement pas de propre. Tous les rapports que nous entretenons avec ces mêmes philosophèmes, et quelles que soient les références historiques ou les revendications qui s'y déploient, les appels signifiants et signifiés ou les rappels de récits nationaux identitaires qui s'y font entendre ne se constituent qu'au cours d'un, je cite Derrida, procès non naturel de construction politico-fantasmatique. Il n'engage, c'est Derrida aussi qui le dit, la rage et une jalousie sans appropriation. La conséquence est on ne peut plus radicale. Elle marque rien de moins que ceci. La déconstruction ne se résoudra jamais ni à l'appropriation de l'être, de la langue, de la pensée, de la présence, de l'origine. Elle ne se dénouera jamais dans l'accomplissement d'une quête ou d'un retour à la prétendue originarité. Tous, en effet, s'accordent sur ce motif hypercritique, ni non plus, et c'est là que réside une complexification supplémentaire de la déconstruction, complexification particulièrement ardue à raccorder à certaines consciences politiques, ni non plus aux stratagèmes prétendant les exproprier de la menace de leur appropriation. Disons-le aussi clairement que possible. Rien ne serait plus étranger à Derrida que cette posture qui semble s'imposer dans un discours philosophique, se revendiquant aujourd'hui souvent de lui, où on ne cesse d'affirmer souverainement, voire péremptoirement, ce que nous avons pris l'habitude de reconnaître sous le mot de lyrisme de l'exil, et où, en effet, la réponse à la quête enragée du propre, de l'identitaire, de l'originaire, serait de simplement lui opposer une mouvance d'expropriation appelant à se départir tout entièrement de tout lieu, de toute appartenance, de toute identité, au profit d'une pure et éthérée éthique de la différence avec eux ou de l'altérité. Cette réponse apparaît-elle une simple, voire une vulgaire sortie des apories réelles du politique et de l'histoire que connaissent trop bien les individus et les peuples. En effet, la déconstruction engage toujours un questionnement sans réserve et exerce un soupçon sans retenue tant vers les stratégies d'appropriation que face aux tentations de substantialiser les discours d'expropriation. Toute politique digne de ce nom se doit de se confronter à cette exigence irrésolue de penser à la fois l'attachement au lieu, à la langue, à l'identité, à l'origine, et le détachement de toutes ces stances du propre, de la propriété, de l'appropriation ou de la réappropriation. Plus encore, toute politique digne de ce nom se doit de s'engager dans cette irrésolution tout en ne se laissant jamais circonscrire par l'une ou l'autre l'appropriation ou l'expropriation du lieu, de la langue, de l'identité, de l'origine. Tout l'exercice et toute la patience du travail de Jacques Derrida se situe précisément dans l'équivoque indécidable, c'est son mot, et aporétique entre l'appropriation et l'expropriation. Là où, je le cite, peut s'ouvrir une politique, un droit et une éthique, tout entièrement déliés et du ressentiment et de la langue, de l'appropriation qui s'ensuivrait, et de la bonne conscience que pourraient se donner certains discours de l'expropriation. Une politique sans programme et sans axiomatique, mais où se marquent les limites des conditions du politique lui-même. Derrida n'hésite nullement à situer l'avenir du politique au cœur de cet équivoque indécidable. Il rejoue la scène politique elle-même dans la multiplication des apories où les limites se voient aussi clairement que possible marquées colons, colonisés, citoyens étrangers, amis, ennemis, propres, impropres, etc., tout en soulignant en quoi et pourquoi ces mêmes limites ne se tracent que depuis des justifications et des raisons sans fondement propre, sans essence propre, y compris lorsque celles-ci se revendiquent des discours de l'expropriation.
Ainsi, les oppositions de nos discours politiques, tout comme celles de la métaphysique, se voient ici déplacées et constamment reformulées. L'écriture de Jacques Derrida déploie des apories dont tout un chacun subit la loi, quelle que soit sa langue nationale, quelle que soit la langue que l'on parle. Dans les mots de Jacques Derrida, n'importe qui doit pouvoir dire ces apories, n'importe qui doit pouvoir les dire et les écrire dans sa langue et en plus d'une langue. Derrida met en scène une sorte de structure, c'est son mot, qu'il appelle aussi valeur universelle de l'aporie. Il affirme dans le monolinguisme de l'autre, là où l'aporie prolifère à partir de la singularité de son histoire intime. Cette histoire ne vaut que pour soi, irremplaçablement, tout en demeurant tout entièrement pensable et active, audible et opérative dans n'importe quelle tentative d'écriture de soi. Ce qui vaut pour moi, écrit Derrida, vaut pour tous. C'est Derrida écrivant à la première personne du singulier, là où celle-ci se voit traversée par une aporie sans fond et non intégrable à un horizon d'intentionnalité égoïquement assuré de lui-même et inassimilable à une loi universelle fondée en raison. Je n'ai jamais qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne. Autrement dit, je ne peux écrire que dans une seule langue, que dans la singularité exemplaire d'une langue à chaque fois mienne. La langue française inscrite à même mon corps et néanmoins affectée d'une appropriation d'une histoire judéo-franco-maghrébine forcément désappropriante, et son retour, là où cette langue se voit toujours sans propriété et à jamais perdue. Traumatisme de l'avènement de l'histoire dans sa vie, Lévinas, et suspension de l'éternel retour du sujet à lui-même. Le monolinguisme de l'autre situe l'aporie de la langue et de l'écriture dans le contexte très particulier de l'histoire du judaïsme algériano-maghrébin. Ce judaïsme tiraillé entre plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs histoires, là où les juifs algériens auront été naturalisés français par le décret Crémieux, puis dépossédés de la citoyenneté française sous le régime de Vichy, puis ensuite la leur voir réattribuée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis, au moment de la décolonisation, appelés à rentrer en France sans y être jamais allés, tout comme des Français de souche. En même temps, il situe l'aporie dans toute volonté d'appropriation aimante et désespérée d'une langue, dans le contexte de n'importe quelle nostalgie de la langue, se nourrissant toujours du fantasme d'unicité. Mais restant quelque temps encore avec l'Algérie, avec l'aporie singulière de la langue du juif francophone du Maghreb. Derrida, nous le savons, serait ce multiple judéo-séphardo-franco-algériano-maghrébin qui appelle une infinité de questions. Première question spontanée, liminaire, voire immédiate. Que se dit-il ici dans cette série de mots? Et quel sens pourraient revêtir les traits d'union ici mobilisés? Y aurait-il un seul ordre dans l'agencement de ces mots? Y aurait-il des attributs plus privilégiés que d'autres? Et si oui, au nom de quel principe un attribut aurait-il plus d'importance qu'un autre? Serait-ce celui de la langue maternelle, dont on sait que Derrida aura destitué et déconstruit le privilège, la priorité et la dignité, ou alors celui du lieu de naissance, du sol, qui très souvent prend le dessus lorsque l'on décide à retracer la généalogie d'un soi, et dont on sait aussi que Derrida aura très tôt questionné et soupçonné les motifs principaux. Et si l'on doit continuer dans cette succession de questions, il nous faut en ajouter une autre. Qui est judéo-séphardo-franco-algériano-maghrébin? Or, cette question est, comme la première d'ailleurs, impossible. Et ce, parce qu'à même chacun de ces attributs, il est impossible de saisir absolument ce qui s'y signifie. Chacun de ces attributs est multiple et recèle l'impossibilité de saisir en une catégorisation propre et fixe la multiplicité qui le travaille et l'habite. Cette situation ouvre à une aporie incessante où se voit troubler la possibilité même de l'identité et ébranler le jeu de l'anamnèse autobiographique, car s'y révèle l'impossibilité même de dire « je », tant le « je » apparaît ici, chaque fois, singulièrement dans l'impossibilité de se réduire à aucune de ses composantes, ni à leur ensemble, alors qu'il, se dire « je », ne saurait se traduire ailleurs qu'en elle, quand chacune d'elles est dans leur ensemble. Loin cependant de se cantonner dans l'impossibilité de dire « je », s'ouvre peut-être, et contre toute attente, et il y va d'une nécessité tout entièrement liée à la positivité de, c'est Derrida, de l'éthique, du droit et de la politique de la déconstruction, la possibilité d'inventer de tout autre performatif pour ce jeu. Au nom de ce jeu, de toute autre performativité d'expression se tenant toujours à la limite de l'impossible affirmation de soi et au bord de l'impossibilité d'une définition du soi-même, de son histoire, de sa provenance et de son avenir. Peut-on d'ailleurs imaginer Derrida, et au-delà de Jacques Derrida lui-même, tout soi, assumer
entériner ou acquiescer assurément une des composantes singulières, la juive, la française, la maghrébine, etc., de sa dite identité multiple. Et quel serait le sens d'une telle prétention en assumer une plutôt qu'une autre? Quel serait le sens à donner à cette revendication unique pour un descendant d'une famille algérienne, en partie venue d'Espagne, en partie descendante de berbères convertis au judaïsme, en partie installée en Algérie depuis la destruction du temple avant l'islam, deux parents nés en Algérie, ayant le français pour langue quasi-maternelle, ne connaissent pas l'hébreu sinon comme langue rituelle, ayant été déchus de la nationalité française et par là poussés vers une communauté qu'ils ne fréquentaient plus ou très peu. Il nous faut donc poser la question: quel sens aurait l'adhésion à une seule de ces composantes, à une culture, à une histoire, à une appartenance, à une mémoire? Toute affirmation de son appartenance, de sa culture, de son histoire, de sa mémoire est incessamment accompagnée, voire assaillie, d'autres affirmations, de plusieurs autres, la désorganisant, la déplaçant, l'expropriant. Car toutes ces autres affirmations seraient là depuis toujours, dès le commencement, comme dit Derrida, ou plutôt avant le commencement, avant et au cœur de l'identité revendiquée, affirmée, choisie, avant et au cœur de toutes ces modalités du volontaire. Le soi n'est jamais simplement un être au monde, une position dans l'être, mais se trouverait toujours mis à la question, questionné, affecté. Il faudrait donc dire Derrida, le judéo-franco-maghrébin, mais déjà autre chose que tout cela. Ainsi, cette identité sienne n'est déjà plus sienne, c'est à la fois sienne et tout à fait une autre que la sienne. D'où la nécessité de construire, c'est bien Derrida qui le dit, des phrases insensées, aporétiques, ne se réduisant jamais au discours de la vérité cohérence, de la vérité adéquation, ni de la vérité dialectique non plus. Il s'agit de suppléer la langue de l'identité par des gestes performatifs portant en eux à la fois toute la force et toute la fragilité de l'impossible et du possible. Des gestes à la fois attentifs à toutes les composantes du soi, bien plus nombreuses que ce que la catégorisation politique du plurilinguisme puisse bien vouloir dire, et les suppléant incessamment de ce qu'ils ne peuvent renfermer dans leur nomination, dans leur détermination, dans leur signification auxquelles chacune se réfère. Les questions derridiennes se situent, c'est son mot, au bord et à la limite de la vérité. Ni en elle, ni hors d'elle, sur la ligne introuvable de sa côte. L'on pourrait aussi dire auprès d'un certain abîme de la vérité. Qu'est-ce à dire et comment les rendre audibles pour la philosophie et en philosophie? Il s'agirait pour Derrida d'une manière particulière d'affirmer hyperboliquement la langue française, sa langue, son héritage, sa filiation algérienne et maghrébine, son appartenance religieuse, sa judéité, d'une manière de se revendiquer des automatismes les plus profonds de la philosophie, tout en les surchargeant, en les surinvestissant, voire en les augmentant au nom d'une pureté, c'est son mot, qui n'a rien de pur, qui n'a rien de l'habituelle tentation métaphysique du purisme. Une pureté si pure qu'elle demeure tout entièrement inventée, à inventer, et donc débordant, surpassant, devançant toute représentation conceptuelle, toute détermination effective, toute définition concrète de cette même pureté. Et comme s'il s'agissait d'une dernière volonté, du dernier et donc du plus cher désir qui ne relève pas simplement de la volonté libre d'une subjectivité autonome, s'impose aussi, se commande, comme par nécessité et urgence, cette quête folle de pureté hétérogène à tout purisme. Derrida ne cesse de multiplier les hyperboles, celles-là même qui auront tout commandé. Il est plus français que le français, plus purement français, plus purement français, le seul franco-maghrébin, le dernier des juifs. À bien le suivre, il pourrait sembler conséquent de dire aussi le dernier des séfarades. Et ce, comme pour faire entendre et sentir l'excès perpétuel et incessant de l'identité, non pas vers sa concaténation et concentration dans une idée définie, fixée, vers la reconnaissance et la saisie de l'être pur du soi-même, mais l'intraitable et inévitable excédence de l'identité toujours au-delà d'elle-même et déjà son fond propre de soi-même. L'hyperbole derridienne ne cesse ici non pas de projeter le soi vers une vérité dont il aurait reçu l'appel originaire à se circonscrire dans un purisme de son soi-même, mais de le libérer à une pureté où tout nom, toute appellation, toute circonscription se mettrait à s'excéder perpétuellement ailleurs qu'en eux-mêmes et déjà
au-delà de ce qu'il se cantonne néanmoins à dire et à signifier. Encore une fois, nous nous déplaçons entre l'autobiographique, et nous l'aurons compris, le terme ne convient pas, et un des gestes universels de la déconstruction comme excès au-delà de l'excès, supplément sur supplément, jusqu'à l'imprenable. Et c'est le même hyperbolisme qui aura poussé le petit juif français d'Algérie, comme il dit, à oser dans son écriture et ses prises de parole toujours publiques, et ce jusqu'à la racine de la racine, avant la racine et autrement qu'elle, et plus radicalement que toute racine, à se dire et à s'affirmer à la fois plus français et moins français que tous les Français, plus juif et moins juif que tous les juifs, plus franco-maghrébin et moins franco-maghrébin que tous les franco-maghrébins, plus profondément séfarade, habité et travaillé par cet héritage infiniment multiple, le cultivant infiniment, et en même temps déjà craignant que ce qui en lui enferme, circonscrit, détermine dans le jargon de l'authenticité, et pour ainsi dire déjà autrement et autre chose que séfarade. Et puis risquant ici, au-delà de Derrida, en s'en inspirant, mais tout en sachant fort bien qu'il ne l'aurait jamais dit, je suis le dernier des sionistes. Je suis celui qui porte... Je vais expliquer. Je suis celui qui porte à la fois le souffle multiple du sionisme, affirme l'hétérogénéité dans le sionisme, au-delà du sionisme historique, et en même temps déjà effrayé par son devenir univoque et sa tentation d'une origine unique, déjà en rupture avec son histoire politique concrète. Il n'est jamais commode, aisé, pratique de se tenir sur les bords de la vérité, sans position nette, définitive, communicable, pour ou contre, qu'elle se revendique de l'identitaire ou de l'étrangèreté, français de telle ou telle manière, juif de telle ou telle façon, auprès de soi-même, sûr de soi, ou alors tout entièrement éloigné de soi-même. Nous connaissons trop bien les conforts et les agréments de l'identité à soi, ou encore de la fixation dans l'étrangèreté à soi. Tandis que nous sommes assaillis par le discours de l'identité, tout comme par son simple refus et ses complaisances infinies. Pureté sans purisme, entendons donc pureté au-delà du purisme de l'identitaire, de la sédentarisation, tout comme du purisme de la différence et de l'exil. Dans un geste renversant au regard de la pensée philosophique dont un des mouvements traditionnels aura été d'accorder la singularité à un universel normatif, de l'envelopper dans l'universalité du concept, Derrida engage une certaine inflexion de l'universel, où toujours celui-ci produira des apories singulières, chaque fois dépassant et débordant la possibilité de les fixer dans un horizon ou une identité normée. Des apories dont rien ne pourrait isoler, cantonner ou circonscrire, arrêter ou interrompre le mouvement dans la prétention de le fixer et de l'immobiliser, par exemple, en l'assujettissant à une identité, mais où toutes les singularités nommées, juifs, maghrébins, français, etc., ainsi que celles encore innommées, la déborderaient et la supplémenteraient incessamment dans une prolifération impossible à réunir sous l'assurance d'une maîtrise de soi-même par soi-même. À bien suivre cette logique à la fois hyperbolique et des plus sobres politiquement, le juif, le maghrébin, le français sont simultanément tous colons et tous colonisés. Derrida le marque en soulignant déjà l'extrême vigilance, notamment politique, au cœur de cette logique de l'équivocité de la déconstruction. Je cite Derrida, « Toute culture est originellement coloniale. » Et Derrida de poursuivre, « Et toute culture s'institue par l'imposition unilatérale de quelques politiques de la langue. » Nous pouvons ajouter politique de la pureté de la langue. Pas de politique sans détermination du chez-soi. La maîtrise, on le sait, commence par le pouvoir de nommer, d'imposer, c'est Derrida, et de légitimer les appellations. Or, c'est depuis cette détermination de la politique, à partir d'elle, et sans jamais faire comme si elle ne hantait pas tout discours, et tout discours anthropologique et culturel, depuis la reconnaissance que tout discours, quel qu'il soit, se constitue toujours en prétendant affirmer sa pureté, et la pureté de sa loi, de son geste, de son institution, que Derrida ne cesse et n'a cessé de remettre en question le motif de la pureté. Dans toutes ces manifestations, dans toutes ces concrétisations, dans toutes ces effectivités et radicalités
politique, à la fois chez le colon et chez le colonisé. Car la loi un peu folle, pour revenir à son mot, par laquelle s'ouvre, ou peut s'ouvrir, une politique de la déconstruction, entraînerait par la plus radicale des remises en question de tout discours comme de toute prise de position, leur reformulation. Il n'y a pas, il n'y aura pas, il n'y a jamais eu d'appropriation absolue, et ce, même dans les moments ou les instants historiques où l'on croit s'approprier absolument une langue, une pensée, un être. D'où l'extrême pari de Derrida. C'est le pari même de la vigilance politique, se tenant au bord de la vérité. Il n'y a ni appropriation absolue pour le colon, ni non plus pour le colonisé, car même dans la folie de la pureté et du désir de pureté, il n'y a jamais rien en propre, ni rien de pur. Ce pari, qui n'est ni un relativisme, ni non plus une banalisation, marque rien de moins le lieu à partir duquel peut s'ouvrir une analyse, et peut-être surtout une action circonstanciée et attentive à la singularité des situations politiques et historiques. Et Derrida, c'est un penseur de la singularité des contextes politiques et historiques qui travaille notre espace public, qui le hante, et notamment de la distinction entre colons et colonisés devenue si opératoire et où se dissimulent des crises futures et abyssales pour nos démocraties. C'est précisément là, au cœur de ce pari, où l'on aperçoit en quoi l'appropriation absolue affecte à la fois le discours du colon, tout comme celui du colonisé, que nous pouvons ouvrir à la possibilité de distinguer et de différencier les singularités de ces discours, ici et ailleurs, que nous pouvons donc ouvrir à la possibilité d'une justice où chaque discours se voit déconstruit et où peut s'inventer un tout autre discours que celui ancré dans le binarisme classique et l'opposition simple. Imaginons ici Jacques Derrida, et ce, même si sa phrase est destinée aux colons français d'Algérie, et tout en sachant néanmoins qu'il aurait été le premier à marquer les différences entre ces deux contextes, entre ces deux situations, ces deux histoires, géographie, anthropologie, théologico-politique, dire aux Israéliens et aux Palestiniens, voilà ma culture. Elle m'a appris les désastres vers lesquels une invocation incantatoire de la langue maternelle aura précipité les hommes. Ma culture fut d'emblée une culture politique. Et d'ajouter, quelques lignes plus tard, ce cri d'alerte et de vigilance existentielle et politique. Écoutez, ne croyez pas si vite, croyez-moi que vous êtes un peuple. Merci.